Bonjour, nous allons continuer notre cours en passant au tableau périodique des éléments, les éléments chimiques. Très tôt, quand les chimistes ont commencé à établir la liste des différents éléments chimiques, ils ont constaté un certain nombre de régularités, de répétitions dans les propriétés chimiques des différents éléments. Par exemple, le sodium et le potassium ont des propriétés parfois très proches, très semblables, en particulier dans leurs affinités à réagir avec d'autres éléments. Le sodium et le potassium, par exemple, réagissent très facilement et très fortement avec le chlore. Le sodium donnant ainsi du NaCl, c'est-à-dire du chlorure de sodium ou encore sel de cuisine. On constate également des affinités ou des ressemblances entre l'oxygène et le soufre, et dans bien d'autres cas. Si l'on classe les éléments en fonction de leur masse, de leur masse atomique, comme nous l'avons vu, tant qu'on ne connaît pas le nombre d'atomes, on ne peut pas dire quelle est la masse d'un atome, mais on sait les comparer entre elles grâce au fait qu'une quantité donnée de gaz, par exemple, ou une mole, contient un nombre bien précis d'atomes ou de molécules. Donc on peut les classer et on constate que la masse augmente de manière assez régulière. Et si l'on suit cette liste, on constate également une certaine périodicité, donc une répétition des propriétés qu'ont ces éléments. Le cas le plus caractéristique, c'est les gaz rares, comme l'hélium, le néon, l'argon, le krypton. Ce sont tous des gaz inertes, totalement inertes ou presque, et qui se retrouvent tous de manière également répartie dans cette liste en fonction de la masse des atomes. On constate également de telles répétitions dans les valences. On a ainsi des éléments de valence 1, 2, 3, puis on retourne à 1, 0 pour les gaz rares, puisqu'ils sont inertes, ne réagissent pas, et on recommence à nouveau à 1, 2, 3, et ainsi de suite. On obtient ainsi un cycle. Donc, les chimistes très tôt ont essayé de classer les éléments pour mieux comprendre cette organisation, cette structure périodique. Ils n'y arrivaient pas au départ. Quel que soit le classement qu'ils imaginaient, très vite il y avait des défauts, des anomalies qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Puis est arrivé Dimitri Mendeleïev. Mendeleïev, très connu des étudiants, puisque le tableau périodique des éléments s'appelle aussi tableau de Mendeleïev. Il a eu une idée très simple, celle de ne pas essayer de remplir ce tableau de la manière la plus complète possible. Il s'est dit, après tout, on ne connaît peut-être pas tous les éléments chimiques. Il y en a certains qu'on n'a peut-être pas encore découverts. Donc n'essayons pas de le remplir de manière complète et absolue. Essayons de le remplir au mieux. Et le résultat qu'il a obtenu était excellent. À peu de choses près, c'est encore le tableau périodique que l'on utilise aujourd'hui. Il avait commis quelques petites imprécisions, et le fait est que le tableau a été légèrement modifié dans sa forme, et il est orienté différemment. Mais, grosso modo, c'est le tableau que lui a imaginé. On le retrouve dans toutes les classes d'école, épinglé au mur, dans toutes les classes de chimie. Il est universellement utilisé par les chimistes du monde entier. Je vais vous le montrer de plus près pour que ça soit plus lisible. C'est un tableau très connu. Vous pourrez toujours revenir à cette image si vous voulez le reconsulter. On le trouve aussi très facilement sur le net. Il suffit de taper tableau périodique dans Google. Vous en trouverez des milliers d'exemples. Ce tableau est organisé comme suit. Les masses des atomes sont croissantes au fur et à mesure que l'on va de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Ainsi, on commence avec l'hydrogène, le plus léger, puis l'hélium, puis lithium, beryllium, bore, carbone, etc. Chaque fois un peu plus lourd. Et ainsi jusqu'à l'uranium, qui est l'élément naturel le plus léger. Depuis, on en a créé dans des accélérateurs, dans des réacteurs nucléaires, bien sûr, qui ont permis de remplir
bien d'autres cases. Et Mendeleïev avait raison concernant les trous. Le tableau qu'il avait rempli, qu'il avait imaginé au départ n'était pas complet. Il y avait des trous dedans. Il manquait des éléments. Par exemple, celui que je vous ai cité, l'hélium, qui est bien connu, c'est ce qui sert à gonfler les ballons plus légers que l'air. Eh bien, à son époque, l'hélium était inconnu. Il fut découvert bien plus tard, grâce à la spectroscopie, que nous verrons plus tard, en étudiant la lumière du soleil. Et son nom vient de Hélios, qui veut dire soleil. Il fut découvert un peu plus tard sur Terre. D'autres furent découverts dans les substances radioactives, comme le polonium, découvert par Marie Curie. Elle donna ce nom en honneur de sa patrie d'origine, la Pologne. Donc, au cours du 19e siècle et du 20e siècle, les différents trous furent comblés jusqu'à ce que le tableau soit complet. Sans trou, et sans devoir caser deux éléments dans une seule case, ce qui serait un peu ennuyant. Quels sont les symboles qui sont utilisés? P, S, K, etc. En général, ce sont les initiales du nom en latin. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'apprenons plus le latin. Votre serviteur ne le parle pas. Heureusement, beaucoup de noms latins ressemblent au français, puisque le français dérive en grande partie du latin. Ainsi, on retrouve H pour hydrogène, O pour oxygène, C pour carbone, He pour hélium, Fe pour fer. Donc en général, c'est facile. Il y a malheureusement des exceptions. Le sodium, c'est Na, parce qu'en latin, sodium se dit natrium. Il y a K pour sodium, Sn pour étain, Sb pour antimoine, Hau pour l'or, Hg pour le mercure. Et même d'autres cas, des exceptions, comme W, ici, qui est le tungstène. Le tungstène, c'est le matériau qui fond à la plus haute température, le métal qui fond à la plus haute température. C'est lui qui est utilisé dans les ampoules à incandescence. On n'utilise plus ces ampoules-là maintenant, mais on en trouve encore, et beaucoup de lampes économiques utilisent encore des filaments en réalité intérieure dans leur cathode. Et ces cathodes, ou les filaments des ampoules, sont en tungstène parce que c'est un métal très résistant à la chaleur. On peut donc le rendre brillant, très brillant, en le chauffant, sans risquer de voir le filament exploser ou se fondre en un instant. Eh bien, W ne vient pas du latin, W vient de Wolfram. Et Wolfram, c'est de l'allemand. Comme quoi, ça peut venir d'un peu n'importe où. Ce qui nécessite malheureusement de faire jouer sa mémoire pour s'en souvenir. Hein, c'est pas toujours évident. Bien souvent, il n'y a qu'une seule lettre, surtout pour les plus simples et les plus abondants, comme le sodium, l'oxygène, le fluor, le phosphore, le soufre. Sinon, on utilise deux lettres. Il n'y a pas assez avec 26 lettres de l'alphabet pour avoir une lettre différente par élément, il y en a trop. Donc on utilise souvent deux lettres. Souvent, c'est la deuxième ou la troisième lettre du nom. Par exemple, Mn pour le manganèse et Mg pour le magnésium. On a aussi des noms qui dérivent de noms propres, qui ont été donnés en fonction de leur découvreur ou en l'honneur de différentes choses, comme pour la Pologne que nous venons de voir. Am pour l'améridium, Cm pour le curium, Es pour l'Einsteinium, pour Albert Einstein, bien entendu. Ce n'est pas lui qui a découvert l'élément, mais c'est en son honneur qu'on a donné le nom. Et bien d'autres exemples, surtout dans les éléments les plus récents, découverts dans les accélérateurs ou dans les réacteurs nucléaires. Que contient un tableau périodique? Eh bien d'abord, puisqu'on a classé tous les membres en randonnion, on leur affecte un numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, le carbone est le 6e. L'oxygène est le 8e. Ce numéro, qui est simplement le numéro de place dans le tableau, est noté Z
et s'appelle numéro atomique. Ça paraît assez évident. Il existe d'autres valeurs qu'on retrouve dans le tableau concernant la masse des atomes. La masse atomique y est généralement indiquée. Dans les tableaux, on trouve également souvent différentes couleurs indiquant si c'est une substance artificielle, comme celles qui ont été découvertes dans les réacteurs, ou naturelle. Ou bien, est-ce que, dans les conditions ambiantes, est-ce que ce sont des solides, des liquides ou des gaz? On trouve également des classements qui disent ça, ce sont des métaux, c'est-à-dire que ça a les propriétés habituelles d'un métal, brillant, malléable, conducteur du courant, bon conducteur du courant et de la chaleur. Ou est-ce que ce sont des alcalins, des alcalinotéreux, etc. Ça, ce sont des appellations de chimistes en fonction de leurs propriétés chimiques. Et bien sûr, je vous ai cité le cas tout à l'heure des gaz rares. Donc on retrouve souvent ces indications dans les tableaux qui permettent ainsi aux chimistes, aux curieux ou à l'amateur de s'y retrouver. Pour nous, il a aussi une autre utilité, c'est qu'il nous révèle quelque chose sur les atomes. Parce que une telle structure périodique, c'est pas un hasard. Il doit y avoir une raison. Ici, on retrouve des éléments de valence 1. Rappelez-vous, les liaisons entre les atomes eux-mêmes. Ici, des éléments de valence 2. De même, ici, 0, 1, 2. Avec parfois des exceptions. Ici, souvent, 2, 3 ou 4. C'est assez courant, c'est assez variable dans les métaux. Ici, des valences 3, des valences 4. C'est vraiment aussi très périodique, très structuré. Tout ça doit nous donner des informations sur la structure des atomes. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils sont. Est-ce que ce sont juste des espèces de petites billes uniformes ou ont-ils une structure qui cache des secrets que nous devons encore découvrir? Tout cela, nous le verrons plus tard. Je vous remercie.